Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Philippe. Bonjour. Hello, Bonjour hello, Philippe. le thème Bonjour, du jour pour David. cette... ça y est, c'est fini, Ça y est, les oui, salutations. non, Bon. Le thème du jour pour cet éclairage numéro 19, la loi ORE, orientation et réussite des étudiants. Avant que je développe et que je lance le sujet, messieurs, un premier tour de table rapide. Comment vous trouvez l'appellation de cette loi, cette intitulée ORE? Oh, il faut que je la fasse. Bernard. Il faut que je la fasse. Ça me fait penser à un petit gâteau rond. Non, Non, pas de bon, je l'ai publicité pas à faite, l'antenne. Mais, comment je la Bernard. trouve complètement décalée par rapport à ce qu'elle dit vouloir faire et puis ce qui se traduit sur le terrain, puisqu'on parle de réussite. D'accord, bon, pavé dans la mare, enfin je trouve. Alors, suivant comment ça Marc. se prononce, parce que ça devrait être ORE, puisque c'est orientation et réussite des étudiants, mais on peut dire aussi, est-ce l'or pour l'université de demain? Il ne semble pas obligatoirement que ce soit l'or pour l'université de demain. Je trouve que le titre est pas mal pour autant, puisque effectivement l'objectif c'était d'avoir un nouveau système d'orientation pour sortir du tirage au sort, et d'autre part, de viser la réussite des étudiants qui vont à l'université. Très bien, merci. Et David? Oh, bon, après, j'ai pas de jeu de mots pertinent à Non, faire. personne mais... ne t'en demande, rassure-toi. Mais ça viendra, je te fais confiance. Non, bah, En général, tu nous en sauras par émission. Bah oui, je vais tâcher. Je trouve qu'en tout cas, elle donne le bon indice sur quel est le cœur de cette réforme, c'est-à-dire vraiment une réflexion sur l'orientation et et donc la sélection qui est derrière, qui fait débat. Donc c'est une loi qui va mettre le point sur l'amélioration de l'orientation des étudiants. Ok, personnellement, je trouve qu'effectivement, l'intitulé de la loi est parfaitement conforme à l'état d'esprit que j'ai compris, qui est sous-jacent, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Et en tout cas, des objectifs du gouvernement qui, du coup, je le rappelle, a fait voter. Non, parce que c'est pas eux qui décident, c'est le Parlement. Mais cette loi a bien été donc entérinée là récemment à l'Assemblée nationale. Tout à fait. En mars dernier. Exactement, en mars dernier. Donc le thème du jour, c'est cette loi ORE. Alors peut-être que nous ne serons pas des spécialistes du contenu de la loi, même si nous allons aborder cet aspect-là aujourd'hui. Certainement que nos auditeurs peuvent se répartir entre plusieurs catégories. Peut-être que vous faites partie de ceux qui ont quelqu'un qui est en train de faire des études, qui se pose des questions. Vous avez peut-être un fils, une fille qui sont étudiants, qui ont participé peut-être au blocage ou qui ont peut-être subi ces blocages. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont des discussions animées lors de repas familiaux sur le sujet, que vous avez peut-être du mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Donc l'éclairage d'aujourd'hui, c'est pour ça. Alors la thématique, puisque j'ai dit tout de suite qu'on n'allait peut-être pas être des spécialistes de l'enseignement supérieur, du contenu très précis de la loi, c'était plutôt qu'est-ce que cette loi dégage et voire même, je l'ai qualifié moi peut-être d'ambiance révolutionnaire. Donc je vous demanderai bien sûr, messieurs mes invités, si déjà vous êtes d'accord en quoi potentiellement il y a quelque chose d'un petit peu révolutionnaire, mai 68, mai 2018. Ensuite, nous essaierons de voir ensemble quelles sont les lignes d'opinion, voire les clivages qu'il y a derrière les réactions, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et puis enfin, on essaiera de terminer un peu plus peut-être philosophique sur qu'est-ce que ça peut traduire en termes, pour une partie de la jeunesse en tout cas, en termes peut-être d'appréhension de ce que la société propose pour demain, comment elle arrive à se projeter. Et est-ce que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens qui avons une foi pratique et concrète, nous avons des bonnes nouvelles par rapport à l'angoisse peut-être qui est tapie là dans l'ombre. Voilà le sujet du jour de l'éclairage numéro 19. Alors, pour commencer tout de suite à vif ou à chaud, messieurs, votre opinion sur le côté potentiellement un peu révolutionnaire dans ces réactions, notamment autour de cette loi. Oui, non, c'est du bruit médiatique. Qu'en pensez-vous? Je vais Marc. commencer par ce volet-là. Écoute, je crois que la réflexion que j'ai en premier, c'est de dire, à chaque fois qu'il y a une loi qui va concerner nos universités, il y a obligatoirement protestation. Je crois que c'est pas illogique en soi, dans la mesure où nous sommes, dans une dynamique qui atteint un âge de la vie en tant que telle, la jeunesse, qui se pose des questions. Une crainte face à l'avenir,
quel va être mon avenir, qu'est-ce que je dois choisir. On voit bien avec nos propres enfants qu'il est difficile de pouvoir se dire comment je me projette dans l'avenir et quel chemin doit me mener vers ce que je souhaiterais faire. Donc derrière, il y a toujours une inquiétude. Et quand il y a une nouvelle disposition, ça crée bien sûr de l'insécurité, de la crainte, même si on est tous d'accord pour dire ce qui existait avant n'était pas satisfaisant. Et du coup, il y a de la réactivité. La deuxième chose que je dirais, c'est le contexte dans lequel on est cette année. Un double contexte, un contexte de contestation sociale, réelle, dans lequel l'université prend sa part, mais de manière particulière, avec des envies de convergence pour un certain nombre, et puis les 50 ans de mai 68, et derrière, c'est de se dire, est-ce que nous serons la génération qui va faire revivre cet élan de liberté, de novation, de transformation de la société. Merci pour cette prise de recul et ce côté historique. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des lois qui ont touché à l'université, à chaque fois, de toute façon, ça a été l'objet de grosses contestations. Merci pour ce recul. Si je Bernard. peux me permettre, je rajouterai une troisième dimension à ce contexte que vient d'évoquer Marc. C'est celui de la réforme, ou des réformes, j'ai envie de dire, que le gouvernement met en place. Ça vient rajouter sans doute à ce contexte. C'est perçu comme une couche supplémentaire, oui, en fait, par ceux qui s'en comptent. On n'a pas fini de régler une réforme, qu'il y en a déjà une autre. On est dans un train de réforme, c'est d'ailleurs une expression consacrée, même si c'est la grève de la SNCF. Et du coup, on revient sur ce climat d'insécurité qui, si on pousse un petit peu l'analyse, nous fait revivre, pour ceux qui l'ont vécu, des éléments très proches, très similaires à ceux de mai 68. Ça a commencé par les étudiants, faut pas oublier. Et puis ensuite, il y a eu les grèves. Et puis après, il y a eu les événements politiques avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, il y a tout ce contexte qui plane au-dessus. Donc, il y a une ambiance. Un contexte un peu particulier, parce que souvenons-nous, 8 mois en arrière, ou 1 an en arrière maintenant à peu près, la grande contestation du système d'orientation APB, qui amenait ce scandale du tirage au sort, vraiment rejeté par tous. C'est inadmissible. Que pouvait faire un État, un gouvernement, que de voter, de proposer un nouveau dispositif et une nouvelle loi? Et tout de suite, bien sûr, c'est le tollé. C'est toujours un peu original. On ne pouvait pas rester sur le système, on propose autre chose, et cette autre chose, il crée de l'insatisfaction. Sur le côté révolutionnaire, David, ou pas d'ailleurs? Alors non, je pense qu'il n'y a pas un côté révolutionnaire, mais il y a une commémoration d'une petite révolution qu'il y a eu il y a 50 ans. Donc c'est sûr que oui, ça a été une révolution dans un intellectuel, mais l'État n'est pas tombé, on va dire. En tout cas, oui, il y a ce souvenir-là, et je pense qu'il y a ce souvenir aussi. Et les évacuations, la question de l'évacuation des universités par la police et tout ça a relevé ça, c'est que l'université est vue comme une sorte de sanctuaire un peu du savoir, un espace à part de la société. Et c'était très présent en 68 parce que vraiment ça a été un lieu où il fallait que c'était le premier lieu où on pouvait sortir d'un carcan intellectuel, social qui enfermait encore la société en 1968, alors que il y avait beaucoup de choses qui pouvaient et devaient changer 28 ans après, 23 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a ce souvenir-là, et pour moi je me dis effectivement dans cette angoisse de la vie active, de trouver une place professionnelle pour des jeunes étudiants, il y a toujours cette idée qu'il y a une sorte de sas comme ça un peu protégé, un peu sacré entre la vie adolescente lycéenne et la vie active, un lieu où on va avoir le temps d'essayer d'arriver à échouer sans que ce soit trop sanctionnant dans sa vie. Donc il y a cette chose-là. Je pense que ça cristallise tout de suite quelque chose dès qu'on veut s'y attaquer, dès qu'on veut dire que tout le monde, qu'il faut régler le problème, parce que comme le dit Marc, il y a un vrai problème. L'admission post-bac a mené à introduire quelque chose qui a été vraiment très problématique, c'est le tirage au sort. Du coup, l'ambition égalitaire et universaliste de l'université finalement est en échec aujourd'hui parce que les moyens ne sont pas adéquats par rapport à la population. Pour répondre à ta question quand même un peu mieux, parce que est-ce qu'on est dans un climat révolutionnaire, pré-révolutionnaire ou je ne sais quoi? C'est important ce que dit David. La référence à 68. 68 quand même, ce qui ressortait, c'était une ébullition d'idées, une remise en question de manière de penser la vie, de manière de penser le monde. Est-ce que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui,
on sent cela. Moi, je sens pas beaucoup d'ébullitions nouvelles qui remettraient fondamentalement en question la société dans laquelle on est, qui vraiment crée des slogans nouveaux, provocateurs. Oui, et les carcans que tu citais n'existent plus. Ou alors, la deuxième chose, qu'est-ce qui fait révolution ou qu'est-ce qui apparaît comme pouvant être source de révolution? Là, ça peut être un peu inquiétant. Tu parlais, David, de l'occupation des universités et de l'évacuation quasi totale de toutes les universités. Il en reste à ce jour 2, et je pense que Toulouse ne va pas rester longtemps encore. Ça a été décidé. Voilà, ça a été décidé de l'évacuer. Ce qui me semble caractéristique dans la position du gouvernement et de l'État français aujourd'hui, c'est de dire oui, vous avez toute liberté pour pouvoir contester. Vous avez la parole. Nous ne réduirons pas votre capacité à pouvoir critiquer ou à pouvoir apporter d'autres propositions. Par contre, nous sommes les garants de la sécurité au nom de l'État, et à partir de là, ce qui va être occupation par une minorité ne peut pas être accepté, parce qu'il y a une remise en question, 1, de la sécurité des bâtiments, et 2, du droit, vieux discours, du droit de la soi-disant majorité d'étudiants qui veulent travailler et passer leur examen. Puis dernier point, je suis un petit peu long, mais je trouve que c'est intéressant, c'est la question de ce qui s'est passé au 1er mai. Des émeutes entre guillemets, Black Bloc. Il était évident, et je le relisais dans les documents, que après l'évacuation de Sancier, il y avait vraiment la volonté d'un certain nombre d'étudiants de dire, eh bien, puisqu'on ne peut pas faire notre protestation à l'intérieur de l'université, c'est dans la rue qu'on la fera. Tout à fait. Et on se prépare à pouvoir éventuellement réagir avec une forme de violence réelle. L'État était au courant, le savait en tant que tel. Est-ce que ce qu'on appelle les Black Blocs, je sais pas bien pourquoi, enfin bon, peu importe, vous m'expliquerez très certainement. Origine allemande. Voilà. Visiblement, d'ailleurs, il y a un certain nombre de groupuscules étrangers qui sont venus aussi renforcer les liens. On les avait vus à Strasbourg en 2009. Est-ce que ces actes-là sont ferments d'une possible révolution en tant que telle, puisque la révolution, elle est souvent perçue comme un acte de violence vis-à-vis des pouvoirs institués, vis-à-vis de notre quotidien. Alors, j'aimerais qu'on proposer de distinguer effectivement des mouvements type Black Bloc qui sont des professionnels à un moment donné du désordre et quand même, à mon avis, avec une idéologie sous-jacente, et les étudiants qui ont notamment été partie prenante dans les AG et dans les blocages. Alors pourquoi moi j'ai trouvé que c'était un peu révolutionnaire? Du fait déjà il y a pas mal de banderoles qui mettaient en avant la commémoration clairement, et puis aussi toute une phraséologie, je trouve, un vocabulaire, la commune libre de Tolbiac, si c'est pas un terme révolutionnaire, je ne sais pas ce que c'est. Alors bon, c'est vrai que c'est quand même très souvent des vocabulaires qu'on s'attend à trouver plutôt à gauche de la gauche, ou vous partagez pas ce sentiment? En tout cas, quand je regarde, par exemple, les syndicats qui sont contre, c'est l'UNEF. Quand je regarde un syndicat qui est dit étudiant, je parle de syndicat étudiant, qui est plutôt dit réformiste, c'est la FAGE, F-A-G-E. Ok, ça correspond quand même à des marqueurs un peu sur l'échiquier politique, plutôt à gauche, plutôt à droite. On a quand même un gouvernement qui était quand même plutôt à droite, donc. Tout à fait. Et moi, le côté révolutionnaire, c'est que je suis assez d'accord avec le gouvernement quand il dit qu'il y a un moment donné, il y a une partie des grèves qui est politique, parce qu'effectivement, il y a une volonté affichée, entre guillemets, de renverser le gouvernement et son train de réforme, pour rebondir sur ton expression, Bernard. Ouais. Voilà pour moi ce qui m'a intéressé dans ce sujet. Oui. David. En parlant de ferment révolutionnaire, je pense que les mots sont très lourds et donc peut-être un peu exagéré, mais il y a quand même ce sentiment quand même d'une sorte de mouvement non seulement en marche, mais en marche forcée, et avec une vitesse quand même qui est peut-être un petit peu aventureuse par rapport à l'inertie et la sensibilité d'une société telle que la société française. Quand même, la loi a été votée en mars 2018, et elle s'applique déjà. Ah, tout à fait. Et les universités galèrent là aujourd'hui pour appliquer une loi aussi complexe. On va y venir sur le contenu de la loi. Il y a au moins un point sur lequel les pour ou les anti-loi RE sont d'accord, c'est que l'enseignement supérieur en France a morflé ces dernières années et qu'il est il est en sous-capacité, clairement, quoi. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ça date pas de maintenant. Et puis, par rapport à ce sentiment d'insécurité que peuvent ressentir les jeunes, on n'arrête pas d'entendre dire que le tiers des emplois qu'exerceront nos enfants n'existe même pas. On sait même pas ce qu'ils vont faire.
parce que l'évolution de la technologie, l'évolution des métiers est telle que donc ça rajoute une couche. Oui, tout à fait. Alors, ce sera la dernière partie de notre émission. D'accord. Peut-être juste pour terminer. Très bien, parfait. C'est vrai qu'il nous rajoute une heure. Hein. Pour terminer ce premier volet que tu nous proposes, c'est quand même de se dire, au démarrage, ça a été ce qui s'est passé à la fac de Montpellier. Et ça, je trouve que c'était par contre émergent de ce qui s'est passé il y a en 68 et l'après 68. C'est la confrontation entre des étudiants certainement beaucoup plus situés à gauche ou à l'extrême gauche, en tant que tel, sur l'échiquier politique, pour peu qu'on puisse s'y retrouver aujourd'hui dans cet échiquier politique en France, avec des étudiants très marqués à l'extrême droite, les retours du GUD, etc. Et ça a été vraiment la confrontation de ces deux réalités-là qu'on ne vivait plus depuis très longtemps en France. Et ça, je trouve que c'est assez significatif de ce combat un peu frontal entre des options au cœur de l'université, des options d'extrême droite, avec derrière des volontés aussi de proposer un autre modèle de société, et puis des étudiants, j'allais dire classiquement engagés dans des projets de transformation de valeurs de gauche au cœur de l'université. Alors justement, voyons quelles sont les lignes de clivage potentielles en termes d'opinion sur ce que devrait être l'enseignement. Et juste quelques rappels très factuels pour ceux qui auraient entendu parler de cette loi mais qui n'auraient pas eu le temps peut-être de creuser un petit peu. Donc cette loi, comme on l'a dit, a été votée au mois de mars et en fait elle définit des nouvelles règles d'accès à l'université, notamment sur la première année. Donc elle concerne des bacheliers qui ont le sésame jusqu'ici du baccalauréat qui permet d'accéder normalement sans aucune sélection à l'ensemble des filières, hormis des filières qui sont déjà un petit peu tendues. L'objectif, vous l'avez rappelé, messieurs, c'est effectivement de supprimer le tirage au sort de fait auquel on avait abouti parce qu'il y avait certaines filières qui n'avaient pas suffisamment de place. Donc tout le monde est d'accord, Marc l'a rappelé, effectivement, pour dire que c'est une injustice. Et pour diminuer l'échec en première année, puisqu'un pourcentage important d'étudiants qui rentrent à la fac, en fait, n'y restent pas. Voilà, d'où le terme certainement orientation et réussite des étudiants. Ça se traduit concrètement par une nouvelle plateforme, Parcoursup, qui prend la place de effectivement APB et avec un objectif clairement qui est que les universités qui ont des vœux qui leur arrivent traitent ceci de manière individualisée et avec des attendus, donc des espèces de compétences ou d'épreuves comme quoi votre candidature est un peu motivée. Je rappelle juste ces aspects-là. Du coup, l'une des revendications les plus fortes des opposants, c'est nous ne voulons aucune sélection à l'entrée de l'université. Qu'est-ce qu'il y a comme ligne de clivage déjà sur ce côté sélection, pas sélection? On y va, c'est parti. David, apparemment, vu ta respiration longue et profonde... Non, j'étais en train de réfléchir de quelle façon est-ce que c'était une vision de gauche ou de droite de vouloir une université ouverte. Et j'ai du mal, en fait, à me dire que c'est vraiment une vision. Je pense que c'est Par contre, sur la sélection ? Oui. Alors sur la sélection, bon, c'est vrai que on dit que depuis 2000, les années 2000, il y a une sorte de stratégie Lisbonne qui est un peu d'aligner les universités françaises vers un niveau de compétitivité internationale, donc beaucoup plus être tourné vers l'entreprise. Voilà, on s'inspire beaucoup plus des expériences américaines ou espagnoles aussi qui sont pas mal tout à fait orientées comme ça. Ouais. Donc un peu changer la façon qui était un peu spécifique de la France d'avoir vraiment un enseignement très très peu cher et très accessible par tous. Bon résumé. Alors donc on est là avec quand même des moyens qui ont été donnés aux universités quand même depuis les années 2000 qui ont été quand même assez importants pour rattraper quand même les manques. Mais là on est avec un problème démographique nouveau puisqu'il y a une augmentation du nombre d'étudiants. Donc on ne sait pas si c'est temporaire ou pas, mais il y a une sorte de petit baby boom quand même d'étudiants en ce moment. Et bon, c'est bien que là voilà ton expression. Il y a un petit baby boom des étudiants. Magnifique, okay, David. Bon, ça te convient. Ça me pas fatigué plus. Donc, et là, on a quand même deux questions. C'est ou bien on augmente les moyens et on alourdit la charge de l'État pour accueillir de plus en plus de monde et embaucher des opposants et embaucher du personnel supplémentaire et puis titulariser ce personnel aussi puisque c'est toujours la question des intérims. Mais là on a, je pense, effectivement des questions d'idées de gauche et comment est-ce que on maintient un service public et qu'on le rend pas trop aléatoire. Et de l'autre côté, il y a le fait d'arriver à ce que l'élite, en tout cas les personnes qui sont très douées, puissent accéder
à la destinée que leur capacité leur donne, leur capacité naturelle, je dirais. Et donc ça, on va dire que c'est peut-être un peu une idée de droite, c'est de dire là, il faut que les meilleurs, les premiers de cordée, puissent atteindre le sommet, quoi. Ok. Votre réaction, messieurs, Marc Bernard, sur le côté sélectif, pour ou contre J'ai l'impression que de toute façon, la sélection, elle est là quand on entend qu'il y a 60% des élèves qui en première année changent de filière. Ratent leur première année. Ratent leur première année. Oui, pardon. Okay. C'est vrai. J'ai vu ce chiffre aussi. Merci pour donc la ça veut précision. dire qu'au moment où ils accèdent à ce niveau d'études supérieures qu'est l'université, ils sont pas en capacité à pouvoir faire face. Parce qu'ils n'ont pas les attendus, les compétences. Je fais référence à ce que tu disais tout à l'heure. C'est le terme utilisé. Et c'est un des dispositifs qui, semble-t-il, souhaite être déployé aussi par cette loi, qui est un dispositif d'accompagnement pour amener rattrapage en quelque sorte. Voilà, un lycéen motivé et compétent, mais pas complètement compétent, à un niveau de compétence qui lui permet de ne pas rater sa première année. Oui, c'est ce qui est prévu. Moi, ce dispositif, pourquoi pas? La seule difficulté, c'est qu'on va casser ce que David évoquait en parlant d'égalité de traitement, parce que telle université pourra avoir des attendus, parce que le diplôme, la licence en langue étrangère appliquée, normalement, c'est la même partout. Oui. Sauf que à Strasbourg, on pourra exiger qu'il y ait de très fortes compétences en allemand, alors qu'à Toulouse, ça pourrait être de très fortes compétences en espagnol. Okay. Et les attendus vont créer des inégalités. Alors, c'est un des risques de discontinuité territoriale, si je reprends des termes de tribune d'opposants que j'ai lus, donc d'inégalité, effectivement. Alors, je crois que dans la loi, il est prévu, ça ne veut pas dire que ça va être effectif, mais un cadrage national pour éviter une trop grande disparité, effectivement, des attendus. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet qui fait débat, ça. Ce que pose Bernard et ce que tu viens d'évoquer, c'est effectivement le principe de notre université depuis des dizaines d'années, c'est liberté d'accès. Tout le monde peut aller à l'université dès lors qu'il a le bac. Et c'est continuité territoriale, c'est-à-dire j'émorce quelque chose quelque part, eh bien je peux le continuer ailleurs. Oui. Alors, c'est des vraies questions. Ce que j'ai envie de dire là, c'est bien sûr on peut regretter l'échec de la première année. Je crois qu'on pourrait changer tous les systèmes. Je pense que c'est une des réalités, justement, de ce fondement de l'université française. C'est d'une certaine manière, on peut le regretter, j'ai envie de faire ça, je vais voir, mais je m'aperçois que la distance entre ce que je vivais comme lycéen et ce que j'ai à vivre comme étudiant est un écart énorme, et que finalement, je n'ai pas réussi à prendre en main l'organisation de ma vie pour satisfaire aux exigences de l'université. Ça, moi, je veux bien. Je n'ai pas réussi en un an. En un an, oui, en un an. Et donc, je prends mon exemple. J'ai voulu faire du droit parce que j'avais la prétention de pouvoir sauver la veuve et l'orphelin en étant avocat. Et puis, je me suis vite aperçu que les études de droit, ça m'embêtait au plus haut point. Et donc, j'ai changé de filière et je suis allé vers l'histoire, etc., parce que ça me correspondait du mieux. Mais je ne pouvais pas, en sortant du lycée, m'imaginer cela. Il fallait que je puisse l'expérimenter en tant que tel. Je crois qu'on est dans un âge d'expérimentation. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que, oui, il est louable, néanmoins, de se donner des moyens pour faire qu'il y ait le moins de déchets possible, c'est-à-dire le moins d'échecs qui puissent finalement mettre en difficulté la personne. Parce qu'il y en a qui vivent très mal cet échec. Parce que la pression familiale, la pression de la société peut être aussi très dure face à cela. Donc, plus on mettra en œuvre des éléments qui évitent cela, mieux c'est, à mon avis. Troisième chose, il faut quand même être réaliste. Et je crois qu'il est bon qu'on soit tous là à essayer de défendre l'université française. Mais quelle place de l'université aujourd'hui dans le parcours d'avenir pour celui qui va, une fois terminé ses études, devoir trouver un travail? Aujourd'hui, notre réalité, et c'est en cela où je crois que la réflexion du gouvernement n'est pas imbécile quand même complètement, c'est de se dire il faut qu'il y ait une adéquation entre notre perspective universitaire et le développement du marché du travail. Aujourd'hui, le constat, c'est que regardez autour de nous, le nombre d'étudiants qui ont Bac plus 5 et qui se retrouvent ensuite à postuler. Moi, j'étais dans le secteur social auparavant. Je dirigeais des établissements médico-sociaux. Le nombre de jeunes Bac plus 5 qui postulaient
à des postes d'AMP, au niveau technique des niveaux 5, qui sont des niveaux de personnes qui, en principe, n'ont que le BEPC, que le brevet des collèges maintenant. Hein. Cet écart-là, c'est quelque chose qui, visiblement, n'est pas admissible. Comment avoir dépensé autant d'efforts, d'énergie, de compétences pour arriver à des décalages aussi importants? Là, il y a des vraies questions à se poser et qui posent aussi la question, parce que ceux qui ont le plus de potentiel, quand on dit pas de sélection, mais ceux qui ont le plus de potentiel, est-ce qu'ils vont à l'université? Très clairement, ils vont pas à l'université, ils vont rechercher leur place dans les grandes écoles, dans le potentiel. Moi, j'ai fait un concours d'entrée pour entrer dans une école prestigieuse. Voilà. Si je l'aurais loupé, je serais allé à AES. Et c'était ça. Donc, l'université apparaît comme souvent le bas de gamme, ceux qui n'ont pas de moyens pour aller plus loin, pas de moyens financiers, pas de moyens peut-être intellectuels et autres, et donc ils vont à l'université. La sélection, elle est quand même à ce niveau-là. Et on ne peut pas se défaire que, effectivement, on est dans un modèle européen, voire mondial, qui privilégie d'autres sources de formation que le système universitaire. Ça, je crois que c'est là qu'il faut se battre. Oui. Bernard, juste rebondir sur un des éléments, parce qu'il y a énormément de choses. Oui, je vais faire très bref. Quand Marc évoque le fait de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, il y a un exemple très proche de la France, c'est la Suisse, où l'apprentissage, dès les années, à la fin des années collège, ce qu'on pourrait appeler la fin des années collège, prend une place prépondérante dans la formation des jeunes pour répondre à ce que disait aussi David tout à l'heure, l'adéquation de la demande des entreprises avec les compétences des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Oui, puis ceux qui sont pas faits pour faire des études longues, tout simplement, parce qu'ils ont une autre forme d'intelligence qui pète un câble lorsqu'ils sont assis pendant 4 heures dans une salle. J'en connais pas très loin. Un de mes fils a réussi son baccalauréat, il s'est inscrit en institut universitaire de technologie. Au bout de 4 mois, c'était pas ce qu'il lui fallait. Il se sentait pas bien, il a arrêté. Alors, on a en France un dispositif qui est celui du service civique. C'est une année, il a fait 9 mois lui de service civique, ça lui a permis de se reposer et de regarder un peu comment il allait orienter sa vie. Okay. Voilà. David ? En tout cas, on se rend bien compte que la question de l'orientation est importante. Oui. Qu'on fasse des échecs, qu'on rate une année, c'est une chose, mais qu'on était envoyé vers quelque chose qui nous convenait pas du tout, si on en avait pris le temps d'y réfléchir, c'est quand même un peu dommage, quoi. Donc après, alors il y a plusieurs choses. Il y a la question de l'orientation, il y a la question du fait qu'effectivement il y a certains apprentissages dans les domaines, on va dire techniques ou manuels, qui sont à revaloriser parce que effectivement tout le monde n'a pas forcément envie de faire des études universitaires, et donc il faut aussi que on redonne du cachet à toutes les autres formations que les formations intellectuelles. Juste une parenthèse, il y a l'alternance aussi. Attention, en France, on a des fois tendance à penser apprentissage égale métier technique ou manuel. Il y a aussi tout simplement les études en alternance. J'ai un de mes fils qui est en alternance, qui permet aussi de tester à un moment donné un secteur d'activité quasiment à 50-50. Je pense que ça, effectivement, on considère c'est super important. Ça a beaucoup apporté. Après, l'autre question, c'est une question sur l'avenir, effectivement, du marché professionnel, des nouveaux métiers du futur et tout ça. Et ça va faire une très belle transition vers la partie en quoi il y a cette période est un peu angoissante potentiellement pour nos jeunes. Ça, mais comme il restait 11 minutes, c'est parfait. J'aimerais bien David, y aller tout de suite. C'est super. Alors, on y va tout de suite. Voilà, parce que on sait très bien qu'il y a une révolution, une vraie révolution qui va se produire. C'est la révolution de la numérisation et de la robotisation, de l'automatisation de certaines tâches. De plus en plus de tâches, et même des tâches intellectuelles vont être automatisées et robotisées avec le développement de l'intelligence artificielle. Certains métiers de notariat et tout ça vont aussi pouvoir se dispenser d'une personne humaine pour faire un travail qui avant était considéré comme l'apanage de l'humain, quoi. On n'est plus dans simplement la soudure de portière de voiture. On va beaucoup plus loin et on va aller beaucoup plus loin. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup théorisé là-dessus sur l'avènement des intelligences artificielles, c'est Laurent Alexandre, qui a écrit plusieurs bouquins, dont le dernier bouquin s'appelle La guerre des intelligences. Et il dit, en fait, ce qui va nous permettre de nous différencier, nous, de tout développement d'intelligence artificielle, d'automatisation et tout ça, c'est une sorte de culture, notre façon d'avoir une vision large de la société, d'avoir des passerelles entre plusieurs domaines, d'être multidomaine. Et là, je pense que l'université a vraiment quelque chose à jouer, c'est d'être vraiment
un terrain de jeu, d'expérimentation, de jeu de l'esprit, d'expérimentation, de tests, d'essais, pour que des esprits se forment librement selon leurs expériences, leurs échecs, mais aussi leur curiosité nouvelle. Et je pense aussi qu'il faut encourager les voyages, parce que je pense que ça, c'est quand même une des choses qui forment le plus les personnes. Ouais. Et voilà, tout ça. Et ça, c'est une question qu'il faut réinventer. Et pour ça, il faut garder, je pense, quand même une sorte de, pour moi, de sorte de sanctuaire du savoir gratuit et librement accessible qu'est l'université. Et en même temps, il faut que les moyens soient suffisants. Et en même temps, il faut aussi que des personnes qui ont vraiment une capacité, un talent pour un domaine spécifique puissent vraiment aller le plus loin possible et devenir effectivement des experts de leur domaine, des experts internationaux de leur domaine. Mm-hmm. Mais ce terrain de jeu qui va permettre aux gens de se former leur esprit, dire ma fille fait des études de droit, elle fait des études de droit, ça lui plaît assez, mais elle le fait d'une façon tout à fait nouvelle. Elle entend le cours, elle a son ordinateur avec elle, elle entend quelque chose, elle va chercher sur Internet, tiens, il parle de ça, c'est-à-dire qu'on peut sauter d'une idée à l'autre, d'une connaissance à l'autre, il y a une quantité d'informations qui sont gigantesquement disponibles, et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager, l'expérimentation. Alors du coup, ça serait un peu l'agilité, avant de vous laisser terminer sur le côté potentiellement angoissant et les sources d'espérance qu'il peut y avoir. Je suis covoitureur et j'ai eu un jeune... à l'opposé de mon échiquier en termes d'opinion politique, manifestement au bout de quelques minutes de discussion, sur le trajet Strasbourg-Reims, et on discutait de la SNCF, et il a des parents cheminots, etc. Il a 24 ans. Et en fait, il me disait, je lui questionnais sur pourquoi il défendait les blocages et pourquoi il était pour le maintien du statut, mais pour la raison de sécurité. Et il était complètement habité par la notion d'angoisse, sur l'incapacité de se projeter dans l'avenir et sur la sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à cet âge-là, une proportion, pas tous, n'ont pas cette agilité, le terrain de jeu est pour eux peut-être un risque, et ils préfèrent des choses peut-être trop grands, peut-être trop incertains sur les métiers qui n'existent pas. C'est quoi cette angoisse existentielle? Moi qui ai tellement été habitué à m'adapter. Moi j'ai envie de le reprendre à partir de ce que vient de dire David, que j'entends, que j'apprécie beaucoup, en disant on est dans une nouvelle ère, et effectivement je suis en cours, j'ai mon ordinateur devant moi, j'entends ce que me dit le professeur qui est en face de moi, mais en même temps je ne vais pas me fier obligatoirement à ce qu'il me dit, je vais chercher ailleurs d'autres sources. Et j'entends cela et je me dis, pour moi, la force de l'université comme la force du lycée, c'est pas tant l'amoncellement de connaissances que l'on va avoir, que la rencontre humaine de moi ce que j'aime appeler un maître, c'est-à-dire de quelqu'un qui va permettre de me faire grandir, d'asseoir justement ma sécurité personnelle, de pouvoir, face à de multiples possibilités, me dire mais voilà, un chemin est peut-être là. Peut-être que pour construire ton identité, il faut que tu passes par là. Si je suis seul et que je n'ai pas cette personne-là, je suis perdu. Je suis totalement insécurisé, et je crois que c'est une des réalités de notre société aujourd'hui. On a une liberté formidable, mais si la liberté, d'une certaine manière, ne nous aide pas à trouver un accompagnement, un lien qui nous aide à nous construire, je pense que c'est une fausse liberté. Intéressant la notion de sécurité personnelle, du coup, à travers une rencontre d'un maître, quelle que soit sa fonction, des sources d'espérance pour quelqu'un qui aurait une spiritualité, notamment une spiritualité chrétienne, en termes de sécurité personnelle, pour rebondir sur le vocable utilisé par Marc. J'ai envie de dire, à la lumière de l'interpellation que tu lances, là plus particulièrement, c'est que ce qui me définit, mais on l'a déjà dit à d'autres moments, dans d'autres programmes, ce qui me définit, c'est pas ce que je produis, c'est pas ce que je réalise, c'est pas ce que je fabrique, c'est ce que je suis. Et dans une relation de foi, telle que je la vis, qu'est-ce que propose le message biblique par rapport à ça? Mais c'est que chacun de nous a sa valeur, peu importe à quel niveau de l'échelle sociale il se situe. Et on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Et je crois que là, alors, c'est vrai que je me vois pas, très sincèrement, je me vois pas aller, à l'époque où Tolbiac était occupé, aller voir les étudiants en leur disant, attendez, stop, regardez ce que la Bible vous dit. Mais est-ce que nous n'avons pas là, tu parlais de rencontres avec des maîtres, et je mets le mot maître entre guillemets comme tu l'as fait, est-ce que là, nous n'avons pas en tant que chrétiens une sorte de témoignage à rendre de façon simple,
mais dans la proximité. Très bien. Donc, sécurité personnelle, notamment basée sur effectivement une valeur intrinsèque, indépendamment après des échecs, des expérimentations qui peuvent être plus ou moins réussies. David, sur cet aspect espérance peut-être biblique ou du christianisme aujourd'hui? Moi, je sais que ce qui me fait vibrer très fort par rapport au texte biblique et ces questions-là, c'est la question de l'émancipation. Ça me fait toujours vibrer cette idée que des personnes qui étaient destinées, qui avaient, semble-t-il, une destinée bloquée et toute tracée, pouvaient s'émanciper et se libérer de cela parce qu'il y avait un regard plein d'espérance et plein d'amour qui leur ouvrait une voie nouvelle et leur permettait de changer de vie et surtout de changer le regard que les autres portaient sur lui. Et donc, moi, je suis très porté par ça et je me dis... de voir, enfin, ça c'est très fort en moi par rapport à la question de l'esprit critique, qui est pas forcément une question facile par rapport aux questions religieuses, parce que parfois ça nous met en tension, mais le développement de l'esprit critique, c'est quelque chose d'important, parce que ça veut dire se décaler un petit peu de soi-même et de son héritage, qui est parfois l'héritage des maîtres très positif, mais qui peut aussi être un carcan aussi, parce que les maîtres sont parfois un peu possessifs, et donc de se décaler et de voir les choses d'un autre angle pour enrichir sa vie, et je pense que c'est ça, ce décalage et cet esprit critique, cet esprit ouvert, qui nous permet, moi, de voir quelque chose qui est très, très magnifiquement illustré dans le texte biblique, c'est de reconnaître les anges sur notre chemin. C'est-à-dire des choses qui sont placées là, qu'on peut complètement ignorer, et on peut complètement se persuader que notre vie est fermée, que personne ne nous aime, et de temps en temps, en fait, si on a ce regard décalé, on voit que des personnes sont là, et on va avoir un rôle particulier dans notre existence, effectivement. Un professeur, un maître, une personne avec qui... Mais pour ça, c'est effectivement, il ne faut pas être carapassonné dans son insécurité, parce qu'effectivement, là, on a les yeux baissés et on ne voit rien. Et c'est quand on commence à ouvrir les yeux et à regarder les choses d'un œil gourmand, qu'on va voir qu'il y a des quantités d'anges qui sont sur notre chemin et qui nous parlent. Ok, intéressant. Cette notion d'émancipation que vient d'évoquer David, je ne peux pas m'empêcher de la mettre en parallèle avec cette année, qui est l'année du 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King. Qu'est-ce qu'il a fait avec le mouvement des droits civiques qu'il a accompagné? C'était de permettre aux personnes de sortir d'une destinée prédéfinie. Les Noirs doivent monter à l'arrière du bus, ils peuvent pas s'asseoir. Bon, il les a aidés à s'émanciper, et tout ça au nom de ses convictions de foi. Okay, et de sortir de l'idée que la violence était la solution. Marc, et ensuite je conclurai. Hein. Ce que dit David est bien sûr l'essentiel, mais c'est vrai pour un professeur, c'est vrai pour nous parents, c'est aimer, c'est permettre à l'autre de trouver son chemin, de trouver sa liberté en tant que telle. Et c'est difficile, par exemple, pour nous parents, de dire je vais me déposséder de quelque chose qui, entre guillemets, pourrait m'appartenir. Non, ça ne m'appartient pas. Et Jésus est toujours là dans l'Évangile, à nous dire mais viens, quitte ce que tu le fais et suis-moi. Là aussi, comment ça résonne en nous, dans notre vie quotidienne. Dernière chose que j'ai envie de dire, c'est à partir de là, ce qui me semblerait tout à fait négatif dans la situation d'aujourd'hui, c'est de ne pas chercher, de ne pas écouter ce qui se pose au cœur du débat sur l'université, parce que je crois qu'il est source et de réflexion, et de renouvellement, et de manière de pouvoir appréhender cette génération que souvent on rejette, qui sont la génération de la jeunesse. Oui, moi je pense qu'effectivement il faut les aimer. Et alors je dis il faut parce que des fois c'est pas toujours évident, parce que certaines réactions peuvent être opposées à celles que j'ai eues quand j'avais peut-être leur âge. Et pour terminer sur le message biblique, en tout cas en ce qui me concerne, par rapport à cette solidité intérieure, effectivement, le message biblique pour moi est porteur d'espérance, parce qu'il est truffé de verbes et d'injonctions presque qui me demandent de faire confiance au-delà des aléas, au-delà de la société dans laquelle tu vis. De faire confiance. Donc il y a une espèce de confiance comme ça qui est inébranlable, une confiance liée à mon identité, une confiance liée au fait que j'ai une relation avec un maître. Alors en l'occurrence, Jésus pour certains est un maître. Hein. En tout cas, c'est ce qui me concerne. Donc vraiment une confiance. Et moi qui travaille depuis maintenant 24 ans, j'ai passé 23 ans de payer 100% en variable, et donc j'ai pu expérimenter de nombreuses fois ce lâcher prise et cette solidité que certains de mes collègues non-croyants n'avaient pas, ou en tout cas avaient peut-être différemment. Moi, je crois qu'il y a un vrai message d'espérance par rapport à un monde qui bouge dans la Bible. Pour faire référence à notre dernière émission sur le discours de Macron, tout à fait. Ne parlons pas, me semble-t-il, d'injonction,
mais d'appel. Le cœur de l'évangile, c'est l'appel. Alors, ça serait peut-être un autre débat. Et pourquoi j'ai utilisé volontairement le terme d'injonction? Parce que la Bible ne commande que ce qu'elle nous permet de réaliser. Voilà. Donc, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on se quitte. Et nous continuera le débat manifestement hors micro. À très bientôt pour une émission qui sera donc le numéro 20. 20 ou 20, ça dépend des régions de France. Mais on veut faire un débat aussi là-dessus. Sur le thé à la fin. Allez, c'est parti. Ce sera la 20e émission. Ça sera un départ en 20, Merci. je crois. Allez, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.